Bienvenue si vous nous rejoignez dans La France Bouge ce soir sur Europe 1. Là, nous sommes à la veille de la 11e édition de Big organisée par BPI France qui rassemble donc des entrepreneurs, des grands groupes, des investisseurs et tout ça pour célébrer notre belle dynamique d'entrepreneurs. Et on le voit chaque soir dans La France Bouge. Ce soir donc une émission dédiée au MedTech parce qu'on s'est aperçu que dans Big cette année, il y avait énormément... C'était une des verticales du salon, voilà, ouais. C'est ce qu'on nous dit. C'est ce qu'on nous dit, c'est ce qu'on a constaté. Donc, après avoir découvert Courage, Kurage, cette start-up cofondée par Amine Métani, deuxième solution ce soir sur Europe 1, elle s'appelle Matrices. Europe 1, la France bouge. La pépite. Avec vous, Raphaël Taube, vous êtes la cofondatrice de Matrices. Matrices, on va revenir dans le détail. C'est une IA en fait pour diagnostiquer l'endométriose. Vous, Raphaël, vous avez 33 ans. Vous avez fait aussi beaucoup de physique. C'est un peu le point commun avec Amine. Doctorat de physique, de la physique fondamentale. Donc ça n'avait pas vraiment à voir avec la santé. Rien à voir. Rien à voir. Effectivement, on était même dans le même laboratoire. Ah, c'est vrai, voilà. Donc, vous étiez dans le même laboratoire. Vous avez fait un doctorat. Vous saviez pas trop ce que vous vouliez faire. Je crois même que vous êtes allé travailler. Vous avez été salarié. Oui, j'ai été salariée. Je savais en fait. Donc déjà, j'ai choisi de faire de la physique alors que j'aimais beaucoup de sciences. En même temps, à la sortie de prépa, j'ai pas mal hésité entre la physique, la chimie et puis les maths. Et à l'école normale, du coup, j'ai choisi la physique. Et à l'issue de ça, je savais que j'avais aussi beaucoup aimé la biologie au lycée. Et donc, j'ai fait un parcours qui était entre la physique et la biologie à Normal Sup. Et donc, j'avais beaucoup apprécié les questions qu'on se pose en biologie, mais pas tellement la vie quotidienne d'un biologiste qui consiste beaucoup à nourrir des cellules et qui était globalement pas extrêmement plaisant pour moi comme type d'expérience. Donc, j'ai décidé de faire un doctorat de physique où il n'y avait pas besoin de porter des gants. Par la suite, je l'ai fait à l'université Paris-Saclay. Et je me voyais mal vivre la vie d'un chercheur, de faire un doctorat, un post-doctorat, 30 ans de CNRS et ensuite l'éméritat si on a été chanceux avant et vivre toute ma vie dans le labo. Donc j'ai fait un MBA en parallèle de mon doctorat au Collège des ingénieurs. Et à l'issue de ça, je savais pas trop ce que je voulais faire. Et donc, j'ai décidé d'aller travailler dans une entreprise de réassurance. C'est-à-dire les assureurs des assureurs. Exactement. Voilà. C'est le genre de job qu'on fait faire à des gens qui savent faire de la physique statistique. C'est-à-dire calculer ce qui sort quand on a des systèmes très complexes avec plein d'objets qui bougent globalement. Et, donc, vous avez fait ça pendant 1 an et demi. J'ai fait ça pendant 1 an et demi. Et puis finalement, vous êtes très vite rendu compte que l'univers des boîtes, des grandes entreprises, c'est pas non plus votre truc. Non, c'était pas pour moi. Donc vous êtes parti et vous êtes dit je vais peut-être finalement monter mon entreprise. Pourtant l'entrepreneuriat, vous y aviez pensé auparavant ? J'y avais pensé auparavant parce que à Normal, on a 4 ans d'études et pendant la 4e année, on peut faire un peu ce qu'on veut. Généralement, on passe l'agrégation. Et moi, j'avais travaillé dans un incubateur de start-up public qui s'appelle Agoranov, dont la vocation est d'amener sur le marché des innovations qui sortent des laboratoires. C'est une association loi 1901. Et là-bas, j'avais travaillé avec des entrepreneurs, j'avais été globalement un peu comme chargée d'affaires. Et donc, j'avais vu ce que c'était des boîtes au tout début qui amènent des technologies vraiment de rupture sur le marché. J'avais adoré ça. Et donc, c'est toujours un peu resté dans un coin de ma tête. Qu'est-ce qui vous a mené on vous allez pitcher dans quelques secondes, Matrices. Qu'est-ce qui vous mène au milieu médical, au femtech et à l'endométriose? Il se passe quoi? C'est aussi un peu une rencontre finalement, et c'était ma meilleure amie de l'époque, qui est du coup maintenant mon associée, qui s'appelle Élise Mekaoui, qui elle venait de se faire diagnostiquer d'endométriose. Ça avait été un parcours du combattant et je l'avais vue errer en fait, puisque c'est vraiment ça l'errance médicale, en ayant des souffrances vraiment très intenses, sans savoir ce qui lui arrivait pendant des années, alors qu'elle vivait à Paris, qu'elle avait accès à des très très bons médecins, et malgré ça, ça a pris des années à ce qu'elle comprenne ce qu'elle avait. Et moi, à ce moment-là, je savais que je voulais monter une boîte, j'avais pas mal d'amis qui étaient en train de monter des projets, et j'avais vu justement de mon expérience précédente dans l'entrepreneuriat que pour travailler comme il faut travailler quand on est entrepreneur, il fallait que je crée un produit dont j'avais envie qu'il existe dans le monde. Et ça, c'était justement dans les projets qu'il y avait autour de moi, c'était celui qui me donnait le plus envie de ça. Allez, justement, on va voir ce que ça a donné. Elle existe depuis 1 an et demi, c'est ça ? C'est ça. Matrices. Vous allez pitcher, Raphaël, et puis après on va vous poser plein de questions. Vous êtes prête ? Tout à fait. C'est à vous. Matrices, c'est quoi ?
C'est une technologie qui aide les professionnels de santé à mieux dépister les maladies gynécologiques, pas seulement l'endométriose. En fait, l'objectif, c'est que quand un médecin regarde une image médicale, par exemple une image d'IRM, une image d'un scanner ou une image d'échographie, il doit diagnostiquer et reconnaître des patterns sur cette image pour savoir ce que le patient a. Et des technologies d'IA, de computer vision, pour aider les médecins et notamment les radiologues à faire ça. Il y en a des centaines qui sont déjà sur le marché, par exemple pour les cancers du poumon, pour des maladies neurologiques, etc. Mais il n'y en a aucune pour aucune pathologie gynécologique, alors que le taux d'erreur sur le diagnostic de ces maladies est extrêmement haut. Donc nous, on développe la première. On est une spin-off de 2 instituts français, même 2 instituts d'Île-de-France, l'INRIA, qui est le Centre national de recherche en intelligence artificielle et en robotique, et la PHP, que tout le monde connaît, l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Et voilà, ça fait 1 an et demi qu'on existe et notre produit entre sur le marché à la fin de l'année prochaine. Et félicitations Raphaël Taube, merci de vous être prêtée à l'exercice du pitch, cofondatrice de Matrices. Donc c'est dédié aux professionnels pour les aider à affiner ce diagnostic. Aujourd'hui, vous êtes en train d'entrer sur le marché. Comment c'est accueilli par les radiologues ? Puisqu'en fait, vous vous adressez aux radiologues. Pour détecter l'endométriose, en général, on passe par une échographie, puis ensuite une IRM, quand on veut encore plus affiner. C'est eux votre public. Exactement. Radiologues, mais aussi pour l'échographie, les gynécologues, puisque c'est des gynécologues aussi qui font ces images-là. Oui. Et potentiellement, dans certains pays, ça peut être aussi les médecins généralistes qui vont relire les images. Et donc, l'introduction de l'IA dans un nouveau secteur, en général, ça a un peu toujours 2 types de réactions. Il y a ceux qui sont très enthousiastes, puis il y a ceux qui sont soit très sceptiques ou qui se sentent menacés. L'histoire de l'IA dans la radiologie, ça a été assez tendu dès le début parce qu'un des grands-pères de l'intelligence artificielle, Jeff Hinton, a dit en 2015 à un congrès de radiologie: il faut arrêter de former des radiologues, puisque bientôt votre métier va disparaître et qu'il ne sert à rien, maintenant qu'on a inventé l'intelligence artificielle. Ça a un peu tendu les choses à ce moment-là. Et finalement, ça s'est beaucoup arrangé avec le temps. Oui, parce qu'on s'aperçoit que finalement, cette intelligence artificielle, elle ne se substitue pas au radiologue, mais au contraire, elle va l'aider à affiner ses diagnostics, à aller plus loin, parce qu'il faut du temps, il faut de la concentration, faut trouver le boulot du radiologue, c'est pas de voir ce qui est évident, mais de chercher là où il y a le doute. Donc c'est là où vous intervenez. Exactement, c'est ça. Et maintenant, les radiologues ont vraiment l'habitude de travailler avec des IA. Si vous allez faire des radios à la PHP parce que vous avez une fracture du tibia, il y aura des intelligences artificielles qui vont les aider à faire ce diagnostic. Et les méta-études ont démontré depuis des années maintenant qu'un radiologue avec une intelligence artificielle est à la fois plus performant qu'un radiologue et plus performant qu'une intelligence artificielle seule. Donc, c'est comme ça qu'arrive Matrices. Aujourd'hui, vous êtes présent où ? Quand vous dites que vous arrivez sur le marché, Raphaël, vous êtes où ? Sur le marché américain, en l'occurrence. Alors, pourquoi le marché américain ? Et pourquoi pas en France ? On a besoin de vous en France ? 2 grandes raisons principales. La première, c'est la régulation. Et donc, en commençant le processus de régulation au même moment en France et aux États-Unis, j'arriverai plus vite sur le marché américain. Donc ça, c'est pas une contrainte avec laquelle on peut jouer. Quelle différence de timing ? Minimum 6 mois. D'accord. Un minimum. La deuxième raison, c'est une question de taille de marché. Et le marché français est minuscule par rapport au marché américain. Donc c'est pour une histoire de taille de marché uniquement. Pourtant, taille de marché et régulation. Oui, donc si ça fonctionne aux États-Unis, là vous allez venir en France. Exactement, c'est notre plan en France et en Europe d'ailleurs. Moi je trouve ça très très dommage. Julien Honard. Ouais, moi c'était une des questions que je voulais vous poser. Enfin, je comprends bien en fait la taille du marché et la régulation, et c'est plutôt dans l'autre sens. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on mette en place ici, si c'est possible, pour que sur votre deuxième produit, vous fassiez France First? Alors là, j'ai plein d'idées. Déjà, je pense que c'est plus Europe First que France First. Oui. Il faut qu'il y ait des contraintes régulatoires qui soient similaires dans l'ensemble des pays européens. Et ce qui n'est absolument pas le cas, en particulier quand on parle de droit de l'intelligence artificielle ou de droit des données. Il faut diminuer la surcouche réglementaire qu'on a sur la régulation de l'intelligence artificielle et des données. Par exemple, moi je me retrouve dans des discussions sur ça qui sont absolument lunaires, où j'ai des régulateurs à qui je dois expliquer quel est mon plan de mitigation au cas où c'est quoi une mitigation ? Comment je vais limiter les risques au cas où quelqu'un invente un ordinateur quantique qui permet de décrypter nos systèmes de cryptage et d'anonymisation des données. Ça, c'est une surcouche française ou parce que les données, on a l'impression que c'est plutôt européen, non, pas du tout. RGPD, etc. On a la CNIL par-dessus nous. Les Allemands ont aussi leur propre régulation par-dessus le RGPD. Et
Et ça fait pas sens, en fait, de demander ça à un entrepreneur qui est en train de développer. Il vous faut ces agréments pour sortir un dispositif médical. Exactement. Alors, pas d'agrément de la CNIL pour sortir le dispositif médical, mais par contre, ça régule la façon dont on traite les données de santé. Donc, vous êtes une start-up française, Raphaël Taupe. Vous êtes, votre premier marché, c'est le marché américain, parce qu'on le voit, il y a trop de difficultés sur le marché français. C'est long en France. Qu'est-ce que vous allez faire chez Big, alors, sur le salon Big? Il se trouve qu'on est bénéficiaire de beaucoup d'aides de la région de l'Île-de-France et puis d'aides nationales aussi. Et ce qui est fou, c'est qu'on est un pays, on vous aide à aller vous implanter ailleurs. Moi, je trouve ça extraordinaire, Julien. Il n'y a pas que l'aide, parce que j'ai lu que tu disais que les meilleurs médecins du monde, donc dans l'analyse des images gynéco, sont français et brésiliens. Ouais, et donc, tu as beaucoup de superbes médecins à la PHP qui t'aident à entraîner l'intelligence artificielle. Exactement. Mais on ne pourra pas être les premiers bénéficiaires de la technologie du fait de la régulation et de la taille du marché. C'est incroyable. Vous savez que c'est des choses que j'ai essayé de négocier. Je pense que même vraiment en essayant d'offrir mon dispositif, et je l'ai fait, vraiment, je l'ai fait, d'essayer d'offrir le dispositif à des hôpitaux français publics, évidemment, je n'y arrive pas. Vraiment, littéralement, je n'y arrive pas. Pourquoi ? Parce que si vous voulez l'offrir... parce que les processus pour rentrer dans l'hôpital sont tellement complexes que même pour faire ça, déjà ça va me coûter énormément d'argent de réaliser les essais cliniques dans les hôpitaux. Et en plus, moi je l'offre, mais j'ai besoin de certaines choses en échange. Typiquement, j'ai besoin de savoir le résultat de comment il est utilisé, ce genre de choses. Pour pouvoir encore plus faire évoluer votre IA. Je n'y arrive pas. Et vraiment, aux États-Unis, c'est réellement différent. C'est beaucoup C'est-à-dire, vous êtes déjà sur le terrain là-bas ? Totalement différent. Oui, je suis déjà sur le terrain là-bas. Alors, le logiciel n'est pas encore déployé. Alors, en l'occurrence, dans des réseaux de radiologie dans plusieurs États américains, on n'est pas encore déployé. Mais il y a des discussions qui, en France, peuvent prendre 3 ans et qui prennent 3 semaines aux États-Unis. Et c'est aussi du public ou c'est plutôt des hôpitaux privés ? C'est du privé. D'accord. La négociation avec les hôpitaux publics américains est aussi globalement assez complexe. Mais par contre, ils ont un réseau privé qui fonctionne d'une façon qui est beaucoup plus compatible avec les contraintes d'une entreprise qui a besoin de bouger vite pour pouvoir juste continuer à survivre. Si vous deviez lancer un appel ce soir sur Europe 1, Raphaël Taupe, vous diriez quoi ? Non mais franchement, il faut dire les choses là. Il y a un problème, vous êtes une entreprise française avec une solution extraordinaire, mais vous ne pouvez pas la vendre en France. Je dirais 2 choses d'un point de vue général. Diminuer la surcouche réglementaire qui pèse sur les entrepreneurs. Vraiment. Et je dis pas ça seulement parce que je prêche pour ma paroisse. Je dis ça parce que c'est indispensable d'avoir un terrain qui permette à des entreprises de grandir. C'est vraiment c'est dans l'intérêt de tout le monde, en fait. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, qui est un peu plus spécifique à ce que nous, on fait. Je pense qu'on a un manque absolument terrible de données en santé des femmes. Nous, on a construit la plus grosse base de données au monde d'imagerie de la femme. C'est un marché qui est en train de grandir, hein, la Femtech. Oui, mais je ne parle pas seulement des solutions pour répondre aux problèmes du retard en santé des femmes. Je parle de la couche vraiment de base de qui est de produire de la donnée. Et le fait que cette donnée n'existe pas ou qu'elle est de très mauvaise qualité est une des raisons pour laquelle c'est difficile de construire des innovations par-dessus. Il faut cette espèce de bien commun de la donnée de qualité. Et ça, nous, on a la plus grosse base de données au monde d'imagerie de la femme annotée par des médecins experts et c'est 12 000 patientes. C'est risible. Ça, c'est dingue, parce que ça fait 1 an et demi que vous êtes lancé. 12 000 patientes à peine. Oui, et ça, c'est la plus grosse au monde. C'est absolument ridicule. C'est absurde quand on y pense. Alors, il y a d'autres initiatives ailleurs dans le monde qui vous ressemblent un peu, parce que pour les données, il faudrait être beaucoup, en fait. Oui. Alors là, faut faire des métadonnées. Enfin, exactement. Par exemple, c'est un peu le projet du Health Data Hub de rassembler des données médicales. Je pense qu'on pourrait avoir des équivalents de ça, peut-être thématiques, et notamment pour les données en santé des femmes, justement parce qu'il y a ce retard. En fait, pour ça, typiquement, on n'a même pas besoin d'être beaucoup. C'est pas un projet qui devient intéressant à partir du moment où il y aurait toute l'Europe dedans. C'est un projet qui devient intéressant à partir du moment où on parle de grandeur de 100 000 ou plusieurs millions. Mais ça, c'est déjà petit devant la taille de la population française. On n'a pas besoin d'être plus que ça pour que ce soit déjà bien. Des données compliquées à avoir et même sur la connaissance. Alors, vous ne voulez pas rester que sur l'endométriose, vous voulez aller sur tout ce qui concerne la santé des femmes. Mais déjà, la connaissance de l'endométriose, tu le disais tout à l'heure, Julien, c'est encore un sujet méconnu, pas sous-estimé. Et c'est ce qu'a constaté aussi Diana Ngoma. Elle a promené son micro dans les rues de Paris. Écoutez. L'endométriose est une maladie chronique. Elle touche environ une femme sur 10. J'en suis atteinte depuis mes 12 ans. J'en ai aujourd'hui 33.
Ça me provoque surtout des dérèglements au niveau du système digestif. Donc, elle peut aussi causer de la fatigue et des problèmes de fertilité. C'est une maladie trop souvent mal diagnostiquée. Je suis pas vraiment concernée par l'endométriose, donc j'en sais pas énormément, mais j'ai des amis qui en souffrent et je sais que ça leur provoque pas mal de douleurs, surtout pendant les règles. Donc ça doit être vraiment pas facile à vivre au quotidien. Moi, l'endométriose, autour de moi, j'ai beaucoup d'amis qui en souffrent et je trouve que c'est une maladie dont on parle pas assez. Et parce que je sais qu'elles ont eu beaucoup de mal à être diagnostiquées, qu'elles ont perdu beaucoup de temps avant d'être prises en charge. Donc je pense ça devrait être vraiment un sujet qui devrait être beaucoup plus abordé dans les médias et dans la société en général. Voilà. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire, il y a encore beaucoup de progrès à faire concernant cette maladie. On le voit à travers les propos recueillis. Julien. Oui, est-ce que là, il y a quand même pas un petit changement générationnel et est-ce que la notoriété de cette maladie et donc du coup son bon diagnostic et la réduction de l'errance médicale n'est pas en train de changer ? Vous le constatez ou pas ? Alors peut-être vous êtes dedans. Elle cherche les données, aussi, Raphaël. Elle veut des données. Personnellement, mais en fait, il y a deux phénomènes différents. Déjà, on s'en rend pas tellement compte, mais en France, la connaissance de l'endométriose, on est vraiment très clairement le pays au monde qui connaît le mieux cette maladie. D'accord. Vous parlez à n'importe qui en France et vous dites endométriose. La preuve, on vient de l'entendre là. Exactement. Voilà. Il y a au moins de deux près ou mots-clés. de loin, ils connaissent. Et là, on les a entendus, c'est femme, règles. Au moins, ils savent ça. Aux États-Unis, c'est pas du tout le cas. Et par exemple, même dans les milieux professionnels, il n'y a pas un seul investisseur en France qui n'a pas entendu parler du mot. C'est fou, donc c'est encore plus contre-intuitif que de se développer sur le marché américain. Exactement, c'est semi-contre-intuitif, parce que moi j'ai plus de valeur dans un écosystème où les gens ne savent pas diagnostiquer la maladie. La suite, c'est quoi pour vous, Raphaël, pour Matricize ? Donc vous allez essayer d'aller aux États-Unis, ou vous commencez à avoir des contacts, et ensuite ? Oui, alors c'est plus que ça, je déménage à New York dans 3 semaines, donc c'est assez, c'est assez immédiat. Ouais, mais c'est des cerveaux qui partent. Hein. Non, mais voilà, c'est ça la conclusion, c'est que ce sont encore des cerveaux français qui partent. Non, mais totalement. Alors nous, on garde la technologie et le développement du logiciel en France, mais c'est sûr qu'on va servir le marché américain.